Je souhaitais d'abord et avant tout rendre compte avec honnêteté des années de ma présidence. Pas seulement évoquer les événements historiques qui avaient jalonné mes 2 mandats et les personnalités importantes que j'avais côtoyées, mais également raconter certains vents contraires, politiques, économiques et culturels, qui avaient défini les défis à relever par mon gouvernement, et les choix que moi-même et mon équipe avions faits en conséquence. Je voulais, autant que possible, offrir au lecteur une idée de ce que c'est qu'être président des États-Unis. Je voulais lever un coin du voile et rappeler aux gens que, au-delà du pouvoir et du faste, il ne s'agit que d'un travail, que notre gouvernement fédéral n'est qu'une entreprise humaine comme n'importe quelle autre, et que les hommes et les femmes employés à la Maison-Blanche connaissent le même mélange quotidien de satisfaction, de déception, de tension au bureau, de bourde et de menus triomphes que le reste de leurs concitoyens. Je voulais en définitive raconter une histoire plus personnelle, susceptible d'inspirer les jeunes gens envisageant une carrière dans la fonction publique. Comment mon parcours politique avait réellement démarré, alors que je cherchais une place qui me conviendrait. Un moyen d'expliquer les différentes branches enchevêtrées de mon héritage, et comment ce fut seulement en arrimant mon chariot à quelque chose de plus ample que moi que j'avais finalement été en mesure de me trouver une communauté et un but dans la vie. J'imaginais pouvoir faire cela en 500 pages environ. Je pensais pouvoir y arriver en 1 an. On peut affirmer que le processus d'écriture ne s'est pas tout à fait déroulé comme je l'avais prévu. Malgré mes meilleures intentions, le livre n'a cessé de croître en longueur et en ambition, ce qui explique pourquoi j'ai finalement décidé de le scinder en 2 volumes. Je ne doute hélas pas qu'un écrivain plus talentueux aurait su raconter la même histoire avec davantage de concision. Après tout, mon bureau privé lorsque j'étais à la Maison-Blanche jouxtait la chambre Lincoln, où se trouvait un exemplaire sous verre des 272 mots du discours de Gettysburg. Mais chaque fois que je m'installais pour écrire, que ce soit pour raconter les premières phases de ma campagne, la gestion de la crise financière par mon gouvernement, les négociations avec les Russes sur la réduction des armements nucléaires ou les forces qui ont abouti au printemps arabe, je constatais mes réticences à produire un simple récit linéaire. Souvent, je me suis senti obligé de fournir des éléments de contexte aux décisions que moi et d'autres avions prises, et je ne souhaitais pas reléguer cet arrière-plan en notes de bas de page ou en fin d'ouvrage. Je déteste les notes de bas de page et en fin d'ouvrage. Je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours en mesure d'expliquer mes choix en citant des masses de données économiques ou en me remémorant de manière exhaustive un briefing au bureau ovale, car ils avaient été façonnés par une discussion avec un inconnu pendant la campagne électorale, une visite dans un hôpital militaire ou une leçon apprise de ma mère quand j'étais petit. À maintes reprises, ma mémoire exhumait des détails en apparence anecdotiques. Tâcher de trouver un endroit discret pour fumer une clope le soir, un fou rire en jouant aux cartes avec mon staff à bord d'Air Force One, qui en disait plus long que les archives officielles sur mes 8 ans passés à la Maison-Blanche. Au-delà de la difficulté à coucher les mots sur la page, je n'avais pas anticipé la tournure que prendraient les événements au cours des 3 ans et demi après ce dernier vol sur Air Force One.
Lu par Jean-Christophe Lebert.